de guerre en Ukraine. 1000 jours se sont écoulés depuis le début de l'offensive russe le 24 février 2022. Avec nous pour en parler, le colonel français Pierre de Jong. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez été chef de corps du 3e régiment d'infanterie de marine, vice-président de l'Institut Thémis, et vous publiez un livre qui a pour titre Poutine, Lord of War, le retour des boyards. C'est chez Mareuil Édition. Dans quelques instants, on verra quel est l'état des lieux de ce conflit. On va le faire avec vous, mais d'abord, évidemment, cette actualité brûlante. Depuis 1000 jours, on dit à chaque fois, on pose la question, est-ce qu'il faut parler d'un tournant ? Ça a été le cas sur les chars de combat livrés à l'Ukraine, les avions de combat, la formation des pilotes, l'offensive ukrainienne en territoire russe. Je vous pose à nouveau la question, ces tirs de missiles américains longue portée sur le territoire russe sont-ils un tournant dans cette guerre ? C'est le 25e tournant. Au bout d'un moment, on finit par zigzaguer. Donc évidemment, on est toujours sur une ligne droite quelque part. Quel est le bilan, en fait, au bout de 1000 jours, ce qui est absolument incroyable? On en est aujourd'hui au stade où on était l'Ukraine exactement au mois de février 2022, globalement, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En fait, il ne s'est rien passé. Simplement, entre les deux, il y a eu 1 million de morts et de blessés. C'est la seule différence. Il n'y a aucun gain territorial, à l'exception de la petite conquête de cet été des Ukrainiens dans le nord. Mais le Donbass est exactement dans cet état-là. Ça n'a rien changé. Depuis l'invasion russe, il y a quand même eu perte de territoire pour l'Ukraine, avec plusieurs régions annexées. Oui, mais à l'époque, rappelez-vous, la sécession du Donbass en 2014, c'était les limites actuelles. Donc en fait, c'était déjà Kiev n'avait plus accès déjà à cette zone, ni la Crimée d'ailleurs. La seule grande différence, c'est Mariupol, et c'est la connexion de l'Ukraine, enfin de la Crimée avec le continent russe, entre guillemets. Donc il y a une continuité territoriale, et il y a le contrôle de la mer d'Azov. C'est le seul élément déterminant, géopolitique déterminant, qui fait que ça a changé. Autrement, 1000 jours après le début de la guerre, en fait, il s'est rien passé. Donc en fait, durant ces 1000 jours, c'est une succession de virages, un coup de ligne rouge, un coup de menaces, etc., etc. La dernière en date, c'est quand même Poutine qui propose pour la première fois quand même, puisque jusqu'à présent, c'est pas lui qui menaçait directement de l'emploi de l'arme nucléaire, mais c'est plutôt ses collaborateurs. Là, c'est quand même lui qui monte en ligne. Bon, c'est à Valdaï, hein, c'est un peu le Davos russe. Et vous nous direz pourquoi tout à l'heure, Lord of War. Je vous poserai aussi la question, Pierre de Jong, sur belligérance ou non, puisqu'on imagine que l'Ukraine a tiré ses missiles, peut-être avec de l'aide américaine. On vous entend à ce sujet dans un instant, mais d'abord, Séraphine Charpentier qui nous dresse un état des lieux, image à l'appui de ces 1000 jours de guerre. 24 février 2022, l'armée russe envahit l'Ukraine. Après l'effroi, vient la riposte. Kiev prend les armes, l'Occident met en place une série de sanctions à l'encontre de Moscou et aide en armement et en financement l'Ukraine. 1000 jours plus tard, la guerre est toujours là. La Russie promet de la remporter. L'Ukraine, elle, jure de ne jamais se soumettre à Moscou. Mais dans les faits, où en est-on vraiment ? Sur le terrain d'abord, les deux armées font face à une guerre de position, même si les gains territoriaux de la Russie ont augmenté en un peu moins de 3 ans de combat. Avant le 24 février 2022, la Russie occupait 7% du territoire ukrainien. 1000 jours après le début de l'invasion, elle contrôle près de 18% du pays, à l'est et au sud, soit un peu plus de 100 000 km². Moscou grignote du territoire sur 3 fronts, au nord-est, à l'est et au sud, et concentre ses efforts sur le Donbass et la région de Donetsk. L'Ukraine, elle, contrôle la ville russe de Soudja, au nord de son territoire. Mais elle recule depuis plusieurs mois et subit les frappes de missiles et de drones russes sur les villes et les infrastructures énergétiques notamment. Sur le plan diplomatique, malgré une baisse de l'engagement général, les alliés occidentaux sont toujours présents aux côtés de l'Ukraine, fournissant armes et financements à hauteur de plus de 310 milliards d'euros depuis 2022. Dernière avancée en date, le feu vert américain à l'Ukraine pour l'utilisation de missiles américains de longue portée sur le territoire russe. L'autorisation était demandée par Kiev depuis des mois. En réponse, Vladimir Poutine a élargi dans la foulée les possibilités de recours à l'arme nucléaire. Lui aussi tire parti de ses alliés. Des soldats nord-coréens auraient pris place dans les rangs de l'armée russe, selon le renseignement américain et sud-coréen.
Quant à la question de la paix, le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'évoque, parlant d'une fin de la guerre par voie diplomatique. L'arrivée prochaine de Donald Trump à la tête des États-Unis ouvre une période d'incertitude à ce sujet. Sur le plan humain, les deux camps affichent de nombreux morts, même si aucun décompte officiel n'existe. Selon le chef d'état-major de la défense britannique, les Russes accuseraient près de 700 000 morts ou blessés dans leurs rangs. Du côté ukrainien, le Wall Street Journal évalue à 80 000 le nombre de morts et 400 000 le nombre de blessés. Ce troisième hiver martial s'annonce particulièrement compliqué pour la population qui, dans les bombardements et les coupures de courant à répétition, s'apprête à faire face à un froid glacial. Voilà pour cet état des lieux. Pierre de Jong, la grande nouveauté en ce millième jour de guerre, on le disait, c'est donc ces tirs de missiles à longue portée. Qu'est-ce que ça peut changer sur le plan militaire d'abord, en quelques mots ? Alors il y a deux visions, là. Je dirais stratégiquement parlant, ça peut changer tactiquement parlant, ça peut changer. Pourquoi ? Parce que là, ce matin, il y a eu une salve de 6 missiles, donc c'est extrêmement précis, ça tire loin, donc ça donne une allonge supplémentaire en fait aux Ukrainiens. Donc ils peuvent toucher globalement des objectifs, je dirais, significatifs, à forte valeur ajoutée, comme on dit. Il y a aussi un point qui est très intéressant ou important dans cette affaire-là, c'est la notion de ciblage. Parce que ce genre de matériel, c'est pas comme un fusil à un coup, une carabine ou un fusil d'assaut dans une tranchée. Donc le ciblage, c'est une activité extrêmement compliquée, extrêmement difficile à mettre en œuvre. Elle peut se mettre en œuvre qu'avec des partenaires américains. Parce qu'il faut du renseignement, il faut des satellites, etc. Donc en fait, ils ont ciblé les 200 ou 300 objectifs potentiels qu'il y avait dans la zone, donc encore une fois, de la portée de cet engin-là. Donc on voit bien qu'il y a une collaboration, évidemment, entre l'armée ukrainienne et l'armée américaine. Collaboration ou co-belligérance ? Alors c'est une bonne question. Le problème, c'est que le mot de co-belligérance n'est pas un mot de droit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de statut de co-belligérant. Vous êtes reconnu comme un co-belligérant si votre adversaire considère que vous co-belligérez, entre guillemets. Mais il n'y a pas un guide de la co-belligérance. Pour Vladimir Poutine, c'est clair. Alors il le dit, mais encore une fois, si vraiment il considérait qu'on était co-belligérant, je pense qu'il répliquerait davantage. Il serait beaucoup plus violent que ça. Alors qu'on voit qu'il est plutôt dans l'attente, même si, encore une fois, son action est à deux niveaux. Une action sur le terrain, sur le front, où là ça dure depuis 3 ans, donc c'est un carnage. Et puis une action, je dirais, dans la profondeur, pour tirer sur les infrastructures, etc., à l'approche de l'hiver principalement. C'est quoi cette arme nucléaire dont il parle en fait ? Parce qu'à chaque fois, on a le même sujet. Il y a cette menace, entre guillemets, cet acte d'intimidation envers l'autre belligérant qu'est l'Ukraine. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est pas la bombe atomique qui raserait... De toute façon, les deux pays sont tellement proches. C'est quoi ? Alors, vous savez, une arme tactique nucléaire. L'arme nucléaire tactique, c'est entre 0 et 500 km. Donc c'est autorisé. Il faut savoir que les Russes, dans leur doctrine, incluent la possibilité éventuelle de tirer avec une arme tactique contre des cibles militaires. Donc ça, c'est très important. Alors qu'en Occident, ça fait belle lurette qu'on a abandonné cette idée-là. Donc eux ont gardé ça. Donc pour les Russes, c'est une arme qui est une arme d'emploi. C'est pas une arme politique. Alors que l'arme nucléaire stratégique est une arme politique. Une arme qui rentre dans le cadre du dialogue, je dirais, international. Pas l'arme nucléaire tactique. Ce qui veut dire qu'en fait, les moyens de projection, les moyens de lancer des missiles tactiques sont très proches du front. Là, ils sont en Biélorussie, et j'imagine qu'il y en a dans la région de Koursk, en tout cas dans cette région-là. Donc il n'est pas impensable. C'est pour ça que je récuse l'idée selon laquelle Poutine blague, ou Poutine est, non, il assimile l'ogive nucléaire. Donc on rigole pas avec ça. Alors à quoi joue Joe Biden ? Il part dans 2 mois. Pourquoi ce vers maintenant ? Je dirais que c'est une espèce de réaction pré-mortem politique. C'est qu'en fait, après l'élection, etc., il a besoin de réaffirmer, son objectif depuis le début, qui était en fait d'aider l'Ukraine. C'est louable en soi, parce que l'Europe a le même objectif. Et il a bien compris que l'arrivée de Trump, extrêmement active, extrêmement, je dirais, une forme d'ouragan quelque part, parce que les déclarations de Trump, c'est pas rien. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'il veut garder une espèce de mainmise pendant les 200 jours. Mais ça ne sert à rien. Dans 200 jours, le 20 janvier, il partira. Et donc Trump fera ce qu'il voudra. Le problème, est-ce que la situation sera dégradée ou pas ? Est-ce que Trump pourra gérer cette question ou pas ? Je ne sais pas. Pourquoi Lord of War pour Vladimir Poutine ? Mais parce qu'en fait... Seigneur de guerre, popularisé dans un film notamment sur Victor Bout, russe d'ailleurs, libéré d'ailleurs dans le sillage de ce conflit. Absolument. Victor Bout était en prison aux États-Unis et c'était un adepte quasiment de la secte poutinienne. Pourquoi Lord of War ? Parce qu'en fait, Poutine est le seul chef d'État d'un pays très important au monde qui intègre la possibilité de faire la guerre dans ses schémas.
C'est-à-dire que la guerre est une option pour lui. C'est pour personne, c'est une option, sauf pour lui. Donc en fait, il la joue. Et donc il l'a joué en Tchétchénie, il l'a joué en Géorgie, là il l'a joué en Syrie, il l'a joué en Afrique, et puis là il l'a joué en Ukraine depuis 3 ans. Il a besoin de ça pour asseoir la Russie peut-être dans d'autres relations, notamment le Sud global. Oui, mais la guerre n'est que la politique par d'autres moyens. Donc lui, il intègre la guerre dans ses cadres politiques. Évidemment, vous avez parfaitement raison, le cadre stratégique est fondamental, et la relation qu'il a mis en place entre Moscou et Pékin est une transformation géostratégique et géopolitique majeure du siècle qui arrive. Parce que c'est une transformation incroyable qu'on n'a pas vu venir nous en Europe, parce qu'on voit les choses différemment, nous on est très auto-centrés. Mais ça, c'est la force de Poutine, c'est d'avoir créé ce Sud global qui regarde l'Occident collectif, c'est les termes qu'il emploie, l'Occident collectif avec détachement. Nous sommes dépravés, etc. Ça, c'est le discours de Poutine. Ouais. Et ça fonctionne. Mais ce qui est frappant aussi dans votre livre, c'est comment il maîtrise les événements dans le temps, le maître des horloges, dites-vous. Oui, parce que c'est lui qui décide. Comme il a un temps d'avance par la force des choses, il décide. Donc c'est lui qui maîtrise. Nous, Européens, nous, Occidentaux, de façon générale, on est en réaction. On voit bien que la décision d'utiliser les attaques MS, donc les missiles américains, c'est une réaction aux attaques de ce week-end sur des installations ou des infrastructures en Ukraine. Donc on est toujours en réaction. Donc on ne maîtrise pas ça. Alors que lui, il joue avec ça. Là, il joue sur le nucléaire. Je considère qu'il n'est pas impensable qu'il utilise un armement nucléaire. Alors vous savez, le nucléaire, c'est quoi? Hiroshima, c'est 25 kilotonnes, entre 15 et 25 kilotonnes, parce qu'il y a eu 2 bombes. On peut très bien avoir une arme tactique qui fait 1 kilotonne. Donc on n'est pas du tout sur cette espèce de dévastation qu'il y avait à Hiroshima. On est sur un autre sujet. C'est une arme tactique qui est destinée à tirer sur des concentrations de blindés, sur des PC, sur des lots logistiques, etc. Donc c'est pas impensable qu'il envoie un coup de semonce en Ukraine, ou alors peut-être en Russie, parce qu'encore une fois, je pense qu'il peut utiliser ça en Russie. Comme ça, on ne pourra pas l'accuser. Est-ce qu'il reste encore une place pour les négociations ou pas? Olaf Scholz, le chancelier allemand, a téléphoné à Vladimir Poutine, qui là encore pose ses conditions. Il dit il n'y aura pas de paix sans concession territoriale de l'Ukraine. C'est Trump qui va décider. C'est Trump qui a les clés en main. C'est pas les Européens, c'est pas Zelensky. On voit bien que Zelensky est en train de trouver des solutions, etc. C'est Trump, qu'est-ce qu'il va faire? Et là, il y a un point d'interrogation, parce qu'il y a eu des déclarations pendant la campagne, il y a eu des déclarations quand il était aux affaires, donc on sait vers quoi il va, mais on n'en est pas sûr. Mais vous le sentez isolé, c'est vrai qu'au G20, pas un seul mot sur les déclarations de Vladimir Poutine. Il n'y a pas si longtemps, ça paraissait impensable. Mais je pense que les deux ne se parlent pas, et d'ailleurs Poutine ne réagit pas du tout aux interventions assez musclées ou assez déclaratives, entre guillemets, le mot n'est peut-être pas tout à fait juste, de Trump. Donc on voit qu'il y a des déclarations de part et d'autre. C'est comme deux grands fauves qui s'observent, mais ils ne sont pas rapprochés l'un de l'autre encore. Alors une grande interrogation aussi sur Vladimir Poutine, et qui éclaire sur le chef d'État qu'il est, et quand on vous lit chef de guerre sans doute, c'est le rapport à Wagner. On se souvient de ces colonnes de Wagner, de Prigojine, s'en allant vers Moscou. Beaucoup se posaient la question. En fait, là encore, il y a toute la maîtrise de Vladimir Poutine. Il avait besoin de Wagner jusqu'à Bakhmout. Pour gagner cette bataille, vous y revenez dans votre livre. Alors, pas seulement pour gagner la bataille, en fait, pour économiser ces hommes. Vous savez, dans la guerre, il y a 3 principes. La concentration des forces, c'est ce que les Ukrainiens n'ont pas fait au moment de la contre-offensive. Il y a la liberté d'action, les Ukrainiens n'ont pas fait parce qu'ils parlaient beaucoup trop. Et le 3e, c'est l'économie des moyens. Et on voit très très bien que Poutine joue l'économie des moyens. C'est-à-dire qu'en fait quoi? Il n'a pas prononcé, il n'a pas déclaré la mobilisation générale en Russie, alors que les Ukrainiens l'ont fait. Et sachant qu'il est relativement confortable en termes d'hommes. C'est comme 145 millions d'habitants, même si dans 20 ou 30 ans, il y a des problèmes démographiques, c'est pas le sujet. Donc qu'est-ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il reste sur un modèle bas. Et pourquoi Wagner et pourquoi des sociétés militaires privées? Parce que comme ça, on économise les conscrits. Alors on les paye cher, il faut savoir que les rémunérations sont extrêmement importantes, mais il préfère faire ça plutôt que d'avoir une problématique, si vous voulez, avec son opinion publique. Et là, il gère très très bien son opération, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, de façon générale, quand vous allez à Moscou, alors c'est sûr que vous allez sur la frontière avec l'Ukraine, c'est compliqué, vous allez à Moscou, il se passe rien, tous les restaurants fonctionnent, les boîtes de nuit, tout fonctionne, tout est nominal, il se passe rien à Moscou. Donc encore une fois, l'usage de sociétés militaires privées, en fait, vous permet d'avoir ce qu'on appelle une empreinte minimum. Et ça, c'est la force de Poutine, c'est d'avoir compris que la guerre pouvait se gagner avec un outil militaire, avec une empreinte minimum. On a une guerre où on a un état de guerre. Un soldat ukrainien disait dans les tranchées il y a quelques mois, ça va devenir comme le conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire un conflit, même s'il a pris une autre tournure, ce conflit, depuis les attaques du Hamas le 7 octobre et depuis la riposte israélienne qui a fait des dizaines de milliers de morts. Il y avait eu 1200 Israéliens tués également le 7 octobre. Est-ce qu'on se dirige vers un type de conflit qui va durer des dizaines d'années? Mes références, c'est Vance, c'est le futur vice-président américain qui a dit, qui était très clair
dans un discours il y a une dizaine de jours. Il a dit cristallisation du front, ça veut dire qu'on arrête là où on en est, donc ça va s'animer pendant 2 mois, parce que tout le monde le sait, les Russes le savent, les Ukrainiens le savent, donc ils vont ça, donc la guerre va redémarrer quelque part, donc escalade, donc cristallisation du front. Deuxième partie, il va y avoir une espèce de, comment dire ça, de neutralisation, en tout cas de ce front, une forme de zone tampon quelque part. Et la troisième, c'est la neutralisation de l'Ukraine, avec une interdiction court, moyen, long terme, j'en sais strictement rien, d'entrer dans l'OTAN. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'Europe qui va être obligée, entre guillemets, d'assumer le service après-vente. Et est-ce que nous sommes prêts à le faire? J'en suis pas tout à fait sûr. Donc la paix attendra, oui ou non? Je pense qu'elle va attendre un certain temps, mais encore une fois, on peut avoir un état de paix avec un front. Regardez la Corée du Nord, la Corée du Sud, ils ne se battent pas depuis 1950. Donc on peut très bien imaginer un front immobile, un front chaud avec des troupes massées, mais il ne se passe rien, puisqu'en fait, les uns et les autres ont besoin de ça. Poutine a besoin d'avoir un glacis. Dès lors qu'il s'est bloqué, il ne va pas aller plus loin. Je suis intimement convaincu qu'il n'a pas de vocation à aller plus loin. Et les Ukrainiens, ils vont se reconstruire pendant 10 ou 20 ans. Alors après, on verra ce qu'ils feront. Merci beaucoup, Père de Jong. Poutine, Lord of War, Mareuil Édition, merci pour votre éclairage. Merci.